Bonjour, parlons ce matin des grosses gouttes qui inondent aujourd'hui les visages des États frères Dalton d'Afrique centrale. Ça ne va pas du tout chez les frères Dalton. La situation économique et financière des États est très chaotique. Beaucoup redoutent même le pire. Pourquoi on les appelle les États frères Dalton? On les appelle les États frères Dalton d'Afrique centrale parce qu'ils sont des États identiques, parce qu'ils sont des États à l'image des frères Dalton. Ils sont reconnaissables par les mêmes problèmes, comme chez les frères Dalton. Même stratagème, même échec, même action commune. En plus, ils sont toujours ensemble. Il y a également le fait qu'ils vont toujours dans la même direction, comme des moutons. Parfois, ils donnent l'impression qu'ils n'ont même pas d'ambition ou de direction fixe. Si Joe dit allons à gauche, ils vont à gauche. Si Joe dit allons à droite, ils partent aussi à droite. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la fin, il n'y a aucune réussite. On a l'impression qu'ils sont liés par un destin commun. Il y avait les États Dalton de l'Afrique de l'Ouest. Heureusement, là-bas, la dynamique d'émancipation portée par le projet AES a sorti un peu ces États de l'image des Dalton. Mais ceux d'Afrique centrale sont encore fiers d'être Dalton. Ils ont été indépendants presque au même moment et de la même manière, ils ont été presque tous colonisés par la même puissance coloniale, à savoir la France. Ils ont été presque tous marqués par des coups d'État avec des guerres civiles. Ils sont presque tous des petites sous-préfectures françaises, des néocolonies françaises. Ils ont connu les ères des inaugurations du multipartisme similaire. Ils ont à leur tête des quasi-dictateurs avec une haute propension à la confiscation clanique et familiale du pouvoir suprême. Ils sont aussi hantés par les mêmes prétentions parentocratiques, les républiques des fils à papa. Ils connaissent les mêmes modes de corruption, les mêmes modes d'instrumentalisation politique des ethnies et des tribus. Ils ont les mêmes types d'épidémies, les mêmes types de problèmes sociaux. Ces États sont de véritables frères Dalton. Ils sont sous la dictature des mêmes institutions financières, la Banque mondiale, le FMI. Ils ont les mêmes problèmes économiques. Ils répètent les mêmes propagandes. Si c'est émergence, horizon telle année, vous allez retrouver ces mots dans tous ces États. Santé pour tous reprennent ça dans leur discours. D'évaluation, ils connaissent tous la même dévaluation, de véritables frères siamois. Tout ceci parce que ceux qui dirigent ces États sont presque issus de la même école, l'école coloniale ou néocoloniale française. Ils ont un même parrain et agissent, on dirait, des automates et fonctionnent comme des automates. C'est comme si le parrain leur aurait dit « Vous n'agiriez que suivant mon plan commun à vous tous ». Ils ne sont pas indépendants, on les actionne toujours. C'est ce comportement daltonien qui aujourd'hui a l'origine des grosses gouttes de sueur qu'on aperçoit sur leur visage. Ils ont tous mis leurs économies à terre de la même façon. Détournement des fonds, gabegie financière, placement sous perfusion financière des bailleurs de fonds internationaux avec des conditionnalités très lourdes, politique et projections économiques et sociales peu ambitieuses et audacieuses. Ils ont fait le choix de la dépendance à vie. Ils ont bâti leur vie sur des aides internationales et des dettes. Ils ont tous décidé de brader leurs matières premières pour après les racheter transformées très cher auprès des mêmes gens à qui ils ont liquidé leurs ressources. Leur balance commerciale est toujours très déficitaire. Ils importent quasiment tout. Aucun d'entre eux, frères Dalton d'Afrique centrale, n'est industrialisé ou même en voie d'industrialisation. Ils ne pensent même pas à l'autre là parce qu'ils ont toujours fait le choix de la dépendance. Même les petites choses qu'ils peuvent eux-mêmes produire, les frères Dalton d'Afrique centrale préfèrent la dépendance aux importations. Même les simples babouches sans confiance, on importe. Les cure-dents avec tout le bois qu'on retrouve dans tous ces pays Dalton d'Afrique centrale, on importe toujours. L'huile de palme, le maïs, les arachides, le riz, on importe tout cela. Avec ça, comment va-t-on créer la croissance et l'emploi ou alors amorcer l'autosuffisance? Résultat, ces États frères Dalton sont soumis au chantage répétitif et aux caprices chroniques des soi-disant philanthropes qui viennent toujours courir comme des sapeurs-pompiers, pourtant de véritables pyromanes. Regardez bien les aides de ces soi-disant philanthropes. Ce n'est jamais dans le sens de l'industrialisation, le genre à vous permettre de mettre sur pied des structures de transformation de vos matières premières. Jamais des choses qui vont vous permettre de devenir économiquement indépendant. Jamais. L'argent de ces soi-disant philanthropes, c'est pour des choses qui ne vous apportent rien, ni croissance, ni emploi. Les stades de football
par exemple, rapporte quoi? Lorsque vous vous endettez à hauteur de 3 000 milliards pour construire des stades avec des intérêts énormes, c'est pour rembourser tout ça comment? Or, des unités de production de riz ou de transformation de cacao en mambo, si on mettait les 3 000 milliards là-bas, si on n'importe plus le riz et les mambos, et si ça coûte même très moins cher. Lorsque vous vous endettez pour construire une demi-autoroute de 60 km qui s'arrête brusquement en pleine forêt et traverse la zone où il n'y a aucune maison, aucun réseau téléphonique, aucune vie. En plus, sur cette demi-autoroute, vous construisez des péages de 3 milliards, des péages que vous n'utilisez même pas. Vous comptez rembourser tout cet argent comment? Avec quel argent? Vous le prendrez où? De toutes les façons, les Dalton restent les Dalton. Et c'est le peuple qui paye toujours la plus grosse facture. En tout cas, mettons-nous juste en présence du Seigneur. Pour le même poste et en anticipant sur le dépôt de sa candidature, le Tchad a rappelé ses désaccords avec Yaoundé sur plusieurs dossiers récents et notamment la nomination du Camerounais Evou Mekou comme président de la BDEAC. Les explications de Jérès Yopa et Donald Briskamga. Abbas Mamatoli est officiellement en course pour la présidence de la Banque africaine de développement. Vendredi, le Tchad a déposé le dossier de l'ancien gouverneur de la BEAC au siège de la BAD à Abidjan, Côte d'Ivoire. N'Djamena concrétise ainsi plus clairement une ambition qu'il avait déjà exprimée dès le mois de mars dernier, présider l'institution dédiée au financement des économies africaines. Ce n'est qu'en juillet que le candidat camerounais s'est dévoilé, actuel directeur pays de la Banque mondiale pour la RDC, l'Angola, le Burundi, le Sao Tomé et Principe. Albert Zefak multiplie les contacts depuis lors. La CEMAC aura-t-elle 2 candidats pour la présidence de la BAD? En tout cas, une source bien informée confirme que Louis Promotazé et Alamine Ousmane Mé, respectivement des finances et de l'économie, préparent depuis plusieurs mois le dossier du porte-étendard camerounais qui n'attend plus que le feu vert de la présidence de la République. Ce qui apparaît comme une absence de consensus en zone CEMAC rappelle les désaccords récents entre N'Djamena et Yaoundé. Même s'il a été maintenu à ses fonctions, la désignation en 2022 de Evou Mekou comme président de la BDEAC a été publiquement dénoncée par le Tchad, qui réclamait le poste, convoquant le principe de la rotation sous-régionale. En plus d'un risque de dispersion de voix en cas de double candidature, la CEMA aura affronté des profils de taille. 4 candidats sont en course, tous d'Afrique de l'Ouest. L'actuel ministre des Finances du Bénin, Romuald Wadini, l'ancien ministre de l'économie de la Mauritanie, Ousmane Kane, l'ancien cadre de la Banque mondiale, Samuel Maïmbo. L'élection du président de la Banque africaine de développement est prévue le 29 mai prochain à Abidjan. Les dépôts des candidatures pour remplacer le Nigérian Akinwumi Adesina, arrivé en fin de mandat, se refermeront en janvier prochain. Sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC, on en reparle. Décidé en cercle restreint avant d'associer les autres pays, cette rencontre a suscité l'ire de certains États membres qui ont manifesté leur courroux par des actes parlants, obligeant à user de tact durant ce rendez-vous. Les explications de Guizogo. Sous les ors et lambris du Palais de l'Unité, le sommet extraordinaire de la CEMAC qui s'y est tenu n'aura pas été un long fleuve tranquille. Dès son entame, Paul Biya, dans un exercice de haute voltige diplomatique, en était réduit à cajoler son père centrafricain, agacé d'avoir été privé de l'organisation de ce sommet. Je voudrais très sincèrement remercier le président de la République centrafricaine, son Excellence Faustin Archange Touadéra, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, qui a bien voulu accepter que nous convoquions conjointement ce sommet et qu'il se tienne à Yaoundé. Sur les cas du Congo-Brazzaville et du Tchad, la colère s'est voulue grosse de la part de ces États. Paul Biya, en étant réduit à se contenter du Premier ministre congolais et du ministre tchadien des Finances. Encore qu'il fallait faire aussi avec une arrivée quasi tardive des chefs d'État équato-guinéens et gabonais, ce qui a fait prendre du retard à l'ouverture des travaux. Bien qu'en but à des difficultés économiques, la conférence des chefs d'État ne s'est forcément pas accordée, surtout à l'image de l'adhésion au programme économique et financier sous la houlette du FMI par la Guinée équatoriale, le Gabon et le Tchad. À 2 reprises, dans le discours d'ouverture de Faustin Archange Touadéra et dans le communiqué final, ces pays ont été appelés
à rejoindre les rangs, signe d'une forte réticence de leur part. Cette situation commande l'urgence de cette concertation afin d'analyser, d'apprécier, de discuter et de décider ensemble, comme nous l'avons toujours fait par le passé, la conclusion des programmes économiques et financiers soutenus par le Fonds monétaire international. Les autres États à conclure dès que possible des programmes formels avec le Fonds monétaire international afin de bénéficier de son appui ainsi que de celui des autres partenaires techniques et financiers. De quoi interroger la cohérence des réponses de la CEMAC face à la crise qui la guette. Et ce sommet extraordinaire de la CEMAC s'est achevé hier à Yaoundé avec de belles promesses de sortie de crise économique qui secouent les pays de la sous-région. Si les États membres se sont engagés à être plus solidaires face aux chocs exogènes et aux problèmes internes, il reste que ceux-ci fassent preuve de plus de rigueur dans la gestion de leurs budgets respectifs. Économie des résolutions du sommet de Yaoundé dans ce reportage d'Achille Kamga, Innocent Biga. Les chefs d'État de la CEMAC ont sans doute pris conscience du gouffre dans lequel se trouve l'économie de la sous-région. Après avoir écouté les exposés délivrés par les invités spéciaux au sommet extraordinaire de Yaoundé, notamment les communications des responsables d'institutions financières et monétaires, les leaders de la sous-région ont pris plusieurs engagements. D'abord, ont-ils décidé de réaffirmer leur attachement à la solidarité communautaire face au choc à travers la poursuite d'une stratégie cohérente et coordonnée pour préserver la viabilité des finances publiques, exhorter les États membres à poursuivre une consolidation budgétaire ordonnée. Ensuite, ont-ils réaffirmé l'application intégrale de la réglementation des changes, notamment à travers le rapatriement diligent des devises. Les chefs d'État ont aussi invité le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et tous les partenaires à accompagner les États et la Banque centrale dans le processus de rapatriement et de domiciliation des revenus. Et enfin, les dirigeants de la CEMAC ont réitéré l'engagement des États en faveur de l'indépendance et du renforcement des capacités de la Banque centrale, de la Commission bancaire de l'Afrique centrale et de toutes les autres institutions communautaires. Par ailleurs, en vue de renforcer la stabilité du cadre macroéconomique de la CEMAC, la conférence a exhorté les partenaires au développement à œuvrer pour la conclusion des revues de leurs accords avec la République du Cameroun, la République centrafricaine et la République du Congo, et aux autres États de conclure dès que possible des programmes formels avec le FMI afin, disent-ils, de bénéficier de son appui ainsi que de celui des autres partenaires techniques et financiers. 3,658 milliards de francs CFA, tel est le budget de l'École internationale des forces de sécurité pour 2025. Il a été adopté ce jour au cours du conseil d'administration ordinaire présidé par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Joseph Beti-Assomo a prescrit à la direction générale plus de performances avec un accent sur l'intensification de la formation. Joël Essenge, Marcelin Gansor. 2024 a été une année fructueuse.